Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de PDcast. Et cette semaine, pour inviter, j'ai Maxence. Salut Maxence, est-ce que Salut. tu peux te présenter? Yes. Du coup, moi, c'est Maxence. Je tiens un compte qui s'appelle Very Nasty Stories, qui est sur Instagram et sur TikTok, où je parle de cinéma d'exploitation. Donc, ça comprend le cinéma d'horreur, d'érotisme aussi, expérimental, et où je parle de la culture queer dans ce cinéma-là. Ok. Et c'est quoi qui t'a amené justement à t'intéresser à ça, à vouloir partager du contenu à ce sujet? Euh, alors, moi, je baigne dans ce cinéma-là depuis toujours, en tant que spectateur, du moins. Et je me suis Et c'est une culture qui est hyper vaste, qui est hyper riche, qui est presque un puits sans fond. Et il y a finalement assez peu de gens qui en parlent de ce cinéma-là. Donc c'est un peu comme ça que m'est venue l'idée. Euh, voilà. Bah, justement, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, pour qu'on puisse parler justement de cinéma queer et aussi d'horreur, parce que c'est aussi un cinéma qui a connu de la censure, mais aussi dans lequel il y a beaucoup d'identification de personnes LGBT. Et justement, je pensais que c'était important de relier ça aussi à l'actualité politique du moment, que ce soit avec la montée de l'extrême droite, mais aussi avec le fait que, bah, par exemple, aux États-Unis, avec Trump qui est passé, il y a pas mal de plateformes qui ont un peu fait marche arrière vis-à-vis de la diversité. Par exemple, Disney a supprimé son pôle diversité quand Trump est passé. Et c'est quelque chose qui, enfin, c'est un cycle qui se répète en quelque sorte. Enfin, je veux dire, ce qu'on a vu dans le passé, bah, c'est ce qui se repasse dans le présent. Et je me suis dit aussi que justement, c'était un bon moyen d'analyser l'actualité à travers d'un cinéma passé qui, au final, raconte quelque chose sur le présent. Oui, oui, Voilà. carrément, carrément. Mais comme tu l'as dit, en plus, il y a quelque chose qui se répète, parce que ce cinéma-là, il a été beaucoup bridé à l'époque de Reagan, qui était Mm. considéré comme quelqu'un de très conservateur, de très à droite, comme on pourrait dire en France du moins, et qui avait vraiment fait la chasse à ce cinéma-là. Il y avait aussi au Royaume-Uni Margaret Thatcher, qui est aussi très conservatrice, enfin qui était très conservatrice, qui avait dressé une liste de plusieurs films interdits en Angleterre. On n'avait pas le droit de louer la cassette, on n'avait pas le droit de le voir au cinéma, c'était vraiment banni. Et, euh, et maintenant, avec les polémiques dont tu parles, par exemple Disney, Mm. qui supprime son pôle diversité, ou qui supprime aussi des scènes de ses anciens films, selon le pays où il va être distribué pour enlever un baiser lesbien dans Star Wars ou quoi que ce soit, on retombe en fait dans ce système-là euh, dans le cinéma en général, dès qu'il y a quelque chose à censurer, c'est dans ce cinéma-là où on va et où on pioche et où on taille. Et ouais, ça se répète malheureusement. Alors pour le moment, euh, ça va, on va dire ça comme ça, même si comme Il y a une pente glissante, quoi. voilà, je suis un peu comme toi, moi aussi, je vois la pente glissante, j'ai l'impression qu'on Mm. est dedans et que ça va être un peu de pire en pire, mais on verra. Oui, puis dans la censure, enfin, je me souviens de ça du coup parce que tu as mentionné Disney, mais je sais plus c'est quoi le film par contre, en plus je l'ai pas vu, mais je me souviens aussi que Disney avait utilisé des effets spéciaux pour cacher le corps d'une femme. Oui, Je sais plus c'est quoi alors il me le semble que c'est titre du film. Splash. Possible, je sais plus, mais je me souviens d'une femme nue sur une plage et les gens, ils lui ont rajouté des cheveux pour Ouais, cacher ses fesses. Et du coup, ça rentre aussi dans cette thématique-là, dans carrément. le sens où bah, le cinéma LGBT, que ce soit d'horreur ou non, justement, il y a aussi le rapport à la corporalité. Du Complètement. coup, j'avais pensé à ça en me disant que c'était aussi une forme de censure qui, justement, vis-à-vis de ces sujets, peut être un peu ouais, dangereuse, quoi. Complètement. Je crois que c'est Splash, le film dont tu parles, il me semble. Moi, ce qui me fait un peu peur avec ça, c'est ce côté de film puzzle où on enlève, où on rajoute, selon la scène, si elle plaît pas, dans quel pays on va le distribuer ce film-là. Est-ce que c'est sur la plateforme Disney+, est-ce que c'est au cinéma? Et du coup, on s'amuse un peu à déformer des œuvres qui sont euh, des œuvres d'auteur à qui on n'a certainement pas demandé à l'auteur de modifier l'œuvre là. Euh, il y a quelque chose, un peu comme si le cinéma perdait son côté art, parce que je suis pas sûr qu'on s'amuserait à mettre une tache de peinture sur les fesses de Olympia, tu vois, Mm. qui est au musée d'Orsay. Par contre, on n'a aucun problème à le faire avec Splash et foutre des cheveux sur les fesses d'une sirène. Euh, voilà. Ouais, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est ce côté un peu
euh, trahison du cinéma et trahison de l'art du cinéma, plutôt. Mm. Oui, surtout que les plateformes aussi, c'est déjà arrivé aussi qu'elles suppriment carrément des films Ouais. parce que, je sais plus, pour une question d'argent ou une chose comme ça, mais même des produits, des contenus que eux-mêmes ont créés. Mm. Genre, c'était HBO Max, je crois, qui avait supprimé, qui avait enlevé à une époque des séries qu'ils estimaient qui ne fonctionnaient pas assez. Et du coup, bah justement, pour un cinéma qui est plus de niche, c'est aussi quelque chose qui est assez dangereux dans le Mm. sens où bah, les plateformes comme Netflix, Max et tout, ça peut leur permettre d'exister, mais aussi du coup de disparaître, quoi. Donc Complètement. c'est un peu, il y a un mix des deux qui est un peu bizarre, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Après, les plateformes, c'est un problème plus large. C'est que pour les plateformes, du moins, elles sont euh, un peu calibrées à avoir un catalogue qui attire du monde, ce qui est complètement normal, hein. Mhm. C'est comme ça que l'économie de la plateforme de streaming marche. Mais le cinéma d'horreur, d'exploitation, érotisme, expérimental, tout ce cinéma moins mainstream, si on peut dire Mhm. ça comme ça, que moi j'aime, en tout cas, c'est pas quelque chose qui attire les Oui, personnes. puis de toute façon, c'est pas trop sur Netflix que tu trouves ça. Ou Du coup, peut-être c'est... que de temps Ouais, à autre, ils mettent un ou deux films exactement. et il faut les chercher pour les trouver, mais sinon, ça va peut-être plus être sur des plateformes comme Univers Ciné ou la Ouais, Cinétech. Cinétech, je crois que c'est que de la location, ceci dit. doit y avoir peut-être Enfin Filmo bref. TV Ouais. qui doit aussi avoir là-dessus. Mubi, peut-être. Mhm. Je sais que moi, je trouve pas mal de films sur Mubi aussi. Mais en général, ouais, Netflix, Disney+, Amazon Prime. Ouais, ça euh, reste mainstream ouais, c'est pas trop... et ça me fait peur aussi parce qu'il y a un côté, comme tu le disais si bien, il y a un truc... euh, elles ont un pouvoir de faire disparaître Mhm. un pan du cinéma. Et maintenant où beaucoup de gens consomment sur les plateformes, c'est vrai que on s'inquiète aussi de et le cinéma que personne n'achète, Mhm. qui a pas sa place ici, qu'est-ce qu'il devient en fait, où est-ce qu'il va? C'est une grande question, ouais. Oui, surtout que si les plateformes prennent un contrôle plus fort, c'est aussi le cinéma d'auteur qui vont pâtir, dans le Forcément, sens où Netflix, ils vont pas investir dans un petit film d'horreur queer alors qu'ils peuvent faire un film avec The Rock ou je complètement. sais pas qui, quoi. Oui, Donc oui, oui, carrément, c'est il y a aussi exactement ça. cet aspect-là où enfin, la présence des cinémas permet aussi la sortie en salle de films que justement les réseaux sur Internet comme Netflix ne vont pas regarder. Hum, hum. Oui, oui, carrément, carrément. Et puis il y a le, la menace woke Mm. qui leur fait peur aussi. Parce que si un article sort en annonçant un film d'horreur queer sur Netflix, Netflix va Ouais, forcément ramasser un saut de c'est vrai, merde ouais. sur leur visage, c'est sûr et certain. Et alors pour le moment, Netflix pas trop, mais Disney a tendance à beaucoup écouter les gens qui crient sur Internet. Mm. Donc ça aussi, ça peut faire peur pour eux d'investir sur un film où ils savent qu'ils vont s'attirer les foudres de quelques bruyants sur Internet, quoi. Mm. Voilà, donc ça fait... C'est vrai que c'est pas, à mon avis, c'est pas la priorité de ces plateformes-là, ce genre de cinéma. Euh, Alors que justement, ces films-là ont une importance parce que, bah, comme. Enfin, il y a beaucoup de personnes LGBT qui s'intéressent à l'horreur, qui s'intéressent à des films. Enfin, la culture cinématographique est importante pour beaucoup de personnes LGBT et les aide complètement. à se créer. Et l'horreur fait partie de ces genres justement qui permettent de se créer, quoi. Complètement. Ouais, ouais, alors déjà, elle permet de se créer eux, euh, en tant que spectateur queer. Mm. Moi, par exemple, en tant que mec gay, quand j'étais jeune, c'était le cinéma où je pouvais un peu plus, alors j'ai envie de dire m'identifier, c'est un peu gros comme terme, mais c'est là où il y avait des gens marginaux. Mm. C'est là où il y avait des gens qui paraissaient bizarres, qui étaient rejetés des autres aussi. Si on pense horreur dans les films un peu cultes, il y a Frankenstein, la base un peu des films d'horreur, sorti dans les années 40, je crois. Et là, on parle d'un monstre mal aimé qui se fait chasser par des villageois avec des fourches, qui a pas demandé à être là, qui a été réanimé à la vie malgré lui, presque, tu vois, Mm. et qui se contente de vivre et de chercher un ami, c'est ce qu'il répète dans tout le film, pendant que tout le monde lui retire la main, en fait. Et du coup, bah, forcément, en tant que mec gay, quand t'as 14 ans et que tu tombes sur ça, il y a des accroches qui se font sur le rejet, sur les choses comme ça. Et c'est vrai que ce cinéma a tendance à beaucoup en parler. Et puis il y a aussi l'inclusion en tant qu'artisan de ce métier-là, où c'est vrai que
on a beaucoup aussi donné la caméra à des gens LGBTQ+, et ça a été plus facile de leur donner dans le cinéma d'exploitation que dans le cinéma mainstream. Par exemple, je pense à John Waters, euh, Mm. le réalisateur qui a fait Pink Flamingo et avec Divine. Oui, Euh, Jamais il aurait pu faire ça s'il y avait eu Paramount ou quel gros studio qui le finançait. Il a fait ça parce que c'était un cinéma indépendant, parce que c'était un cinéma expérimental, un cinéma d'horreur, un cinéma queer, et que ça pouvait sortir dans des circuits qui pouvaient comprendre euh, ce mec-là, sa culture, d'où il vient et qui il est, et qu'est-ce qu'il filme. bah, en fait, tu as parlé de Frankenstein et ça Ouais. m'a fait penser aussi que c'est une figure, qu'on revoit aussi maintenant dans plein de médias mainstream, Oui. Halloween, par exemple, le film Halloween, Mm. il y avait un peu ce côté-là dans les derniers qui sont sortis, avec le côté, je me souviens plus trop du film parce qu'il était un peu nul, mais je crois qu'ils avaient fait un truc en mode, ouais, c'est un peu Frankenstein, un peu c'est le mal, il y a toute la ville qu'on a après lui et Mhm. qui veut, sauf que c'est la figure du mal, donc ils peuvent rien faire contre lui. Mm. Et enfin, c'est une figure qui a été réappropriée tellement de fois aussi pour, dans le cinéma, dans les séries, et qui à la base, oui, est une figure plutôt queer en quelque sorte. Totalement, Donc, 100% queer, mais qui est réappropriée d'une autre manière, du coup. complètement. Ouais, Voilà. ouais, complètement. Bah ouais, ouais, en plus, pour revenir à Frankenstein, là où c'est un peu euh, hallucinant, entre guillemets, c'est que ça part d'un récit écrit par une femme, déjà, Mary Shelley. Donc déjà, c'est quelque chose d'un peu euh, hors du commun, même dans la littérature gothique, tu vois, qu'une femme crée ce monstre-là. Ensuite, il a eu une résonance dans la communauté LGBTQ+, avec James Whale, le réalisateur qui est gay en plus, et qui a fait de ce monstre un peu, ce paria dont personne ne veut, mais qui lui ne cherche que l'inclusion et être accepté tel qu'il est. Donc du coup, ça en est devenu une icône LGBTQ+. Maintenant, c'est vrai qu'il a tellement été réapproprié dans plein, plein, plein de contextes qu'il en a peut-être perdu un peu aux yeux du grand public, peut-être, son côté d'icône queer, même s'il y a des artistes qui continuent à, à le brandir un peu comme une icône pour nous, mais maintenant il a un peu perdu ça, et je trouve ça cool justement qu'on puisse s'en rappeler, tu vois, Mm. qu'on puisse réapproprier ce monstre-là en se disant, bah oui, il peut vouloir dire plein de choses, il peut être utilisé partout, il n'y a pas de problème, mais à la base, euh, il veut dire Ouais, il vient ça. d'ici, Il quoi. vient d'ici, il Mm. vient de cette communauté, il vient des lignes qui sont écrites par une femme qui a été une minorité aussi à son époque, et c'est hyper important qu'on puisse se rappeler de cette mémoire-là, tu vois. Mm. Tu as parlé de la figure de Frankenstein, justement, mais on peut aussi trouver d'autres figures, j'imagine, Mm. qui sont queer à la base. Oui, oui, complètement. Bah, il y a les vampires, par exemple, euh, qui ont tendance, tels qu'ils sont décrits à la base, à attirer peu importe qui, peu importe le sexe, peu importe le genre. Euh, Ils sont tellement charmeurs, ils sont tellement... Et ça s'est reflété dans les films aussi, avec des vampires féminins. On en a eu depuis la nuit des temps, hein, des vampires féminins. On a même Carmilla, qui est une figure littéraire de la littérature gothique, qui est un vampire féminin qui attire les jeunes femmes vers elle grâce à de l'homoérotisme. Et elle a eu une flopée d'adaptations aussi. Donc c'est vrai qu'elle aussi, elle a une, une, comment dire, une portée queer, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est le cas de beaucoup, beaucoup de monstres. Et moi, ça me fait un peu. Et justement, actuellement, on parle beaucoup de. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, de euh, ces gens qui crient woke, ou wokisme, alors que souvent, quand ils crient au wokisme, ils parlent de figures qui ont déjà cette charge-là. Mm. Euh, Qu'elles soient queer ou qu'elles soient euh, portées sur des minorités, en général. Donc en fait, c'est pour ça que c'est un peu un débat qui est un peu vain, ce truc de wokisme, tu vois. Mm. On- Je suis persuadé qu'actuellement, si on annonce un Dracula féminin en tant que film, il y a des gens qui vont hurler à la mort Ouais, oui, euh, c'est très possible. Oui. parce que Dracula est un homme et que ça ne devrait pas être une femme, alors que on n'a pas attendu 2025 Mm. pour transformer Dracula en meuf, en minorité afro-américaine. On a tout fait. On a tout Mm. fait, que ce soit dans les années 70, les années 50, les années 40. On a tout fait. Et
on en vient à son plan de maintenant, qu'on fasse des films maintenant sur ça. C'est un peu ridicule. Oui, surtout que les gens se plaignent et au final, même s'il y a peut-être un peu moins de représentation avant et que ça va être plus subtil, même, censuré, il y a quand même eu beaucoup de films et de séries, entre 2025 et même, les tout débuts du cinéma Oui, qui abordent ces sujets, oui, oui, et de manière, pas très subtile, quoi. Enfin, là, j'ai des ouais, séries qui me viennent en tête, donc c'est peut-être pas les meilleurs exemples, mais par exemple, Buffy contre les vampires, carrément. ça reste, bon, il y a un personnage lesbien déjà, mais les thématiques que vit Buffy, ça reste, ancré dans quelque chose d'assez LGBT quand on y Mhm, réfléchit. Même des séries de la même époque, il y a Xena la guerrière, qui est une héroïne lesbienne. carrément. Enfin, je peux sortir pas mal de refs, mais il y a un peu ce côté aussi, pourquoi vous vous réveillez maintenant? Parce que Oui, la représentation existait déjà avant, en oui, fait, et ça vous gênait pas. C'est juste que maintenant, il y en a plus, mais en même temps, s'il y en a plus, c'est aussi parce qu'il y a plus de contenu. Donc, exactement. il y a cet aspect-là, dans le sens où s'il n'y avait pas Netflix, Max, Disney+, ou plein d'autres plateformes qui qui produisent à l'appel et aussi qui annulent à l'appel, bah, est-ce qu'on aurait autant de représentation si on était toujours aux 6 chaînes télé, Mhm, comme en 90, quoi? Voilà. mhm, mhm. Non, mais tu cites Buffy, et Buffy, c'est vrai que c'est un peu une série emblématique Mmh. là-dessus, parce qu'elle a eu, elle a ouvert beaucoup de portes. Euh, donc, tu parlais d'un personnage lesbien, et en plus, qui n'était pas seulement caractérisé que Mmh. comme personnage lesbien, parce qu'elle était aussi sorcière. Donc, elle était aussi meilleure amie de Buffy, elle avait ses propres obstacles, ses propres sentiments, ses propres petites copines. Donc, c'est vrai que c'était une série qui était un peu en avance sur son temps. Même si on peut encore remonter à plus loin, moi je pense à Ma sorcière bien-aimée. Ouais. Vraiment, là on parle d'une série en noir et blanc. Je sais même plus la date, mais ça doit être les années 50, les années 60. Mais même La petite maison dans la prairie, je sais pas s'il y a des thématiques LGBT dedans, mais Ouais. une fois j'avais fait une recherche dessus parce que j'étais en mode c'était vachement lié La petite maison dans la prairie. Et genre Mhm. j'avais fait des recherches et là j'étais en mode en fait c'était vachement sombre et il y avait plein de Ouais, thématiques actuelles. Du ouais. coup, ouais, j'imagine que ça se trouve ça a déjà même été traité dans des séries, des années 80, quoi, Certainement, mais oui, carrément, La petite maison dans la prairie, si on prend sa fin, du mmh, moins, c'est hyper anticapitaliste. C'est un peu, mmh. bah, puisque vous voulez acheter notre village, on va le détruire. Enfin, il y a un truc un peu hyper, hyper en avance sur son temps et qui a une résonance encore aujourd'hui, comme tu le disais. Et Ma sorcière bien-aimée, c'est pareil, une femme qui, qui, dans les années 50, porte la culotte à la maison, fait tout et aide son mari dans ses problèmes quotidiens, parce que lui, c'est un bon à rien qui n'a pas de pouvoir magique comme sa femme. C'est hyper en avance, tu vois. Mmh. Et si on refaisait Ma sorcière bien-aimée maintenant, je pense que les gens gueuleraient, tu vois. Il y a même, tu parles de Ma sorcière bien-aimée, je sais plus c'est quoi la série avec Fran là? Ah, une nuit Ah, d'enfer, ouais, voilà, il y a aussi ça, c'est une série qui a, bah, je crois que l'actrice est un peu vue comme une icône gay, complètement. si alors je suis pas j'ai jamais regardé, Ok, sur ça pour le coup, j'ai pas les refs, juste, je pense à ça, ouais. mais je peux pas aller plus loin, je peux pas développer du coup. Bah non, mais Nous en faire, c'est vrai que. Alors, il y avait plus de. Les thématiques LGBTQ+, sont un peu moins présentes dans cette Mmh, série-là, même s'il y a plein d'autres thématiques hyper intéressantes, notamment sur la communauté juive, pour le coup. Là, on est plus. Mais c'est vrai que elle est considérée maintenant comme une icône gay, surtout parce que c'est une alliée dans la vraie vie, tu vois, mmh. qui a pas Ouais, mais il y avait hésité à aussi prendre la ces parole. styles vestimentaires qui sont pas mal enfin, qui ont pas mal Ouais, inspiré de choses, je sais qu'il y a de ça aussi, ouais, carrément. il y a cet aspect-là. Ouais. Carrément. Carrément. Et ouais, et puis. Moi, ce que je trouve intéressant dans Buffy, pour revenir encore sur Buffy, c'est que Buffy, elle a ce côté-là où elle a repris un peu tout, autant dans les codes queer que dans les codes horrifiques qu'il les montrait. Euh, c'est vraiment le parfait exemple de euh, ce qu'est tout le cinéma d'exploitation réuni en une série Mmh. de 10 saisons. Je pense que tu. Et puis en plus, dans la série, il cite tellement de rêves que je pense que tu peux te faire Ouais. tout, tout le cinéma d'exploitation Et puis presque, je quoi. crois que c'est une des premières séries avec un personnage ouvertement gay, parce que justement on Voilà, parlait de on censure, regarde. mais il y avait de la censure, déjà sur ces sujets, en 80 par exemple, Ouais. pareil j'ai pas vu cette série donc j'ai pas plus de rêves que ça, mais je crois que c'est Dynasty,
où il y a un personnage homo, Oui. ou dans la version US, ça dit je suis gay, dans la version française, ça s'est transformé en je suis malade. Malade. Du coup, c'est pas vraiment la même chose, quoi. Pas du tout même. Donc là, ouais, c'est un peu le doublage qui a été, Mm. qui pour le coup a été un Mais pour le coup, peu. ça vient de la France, du coup, et pas des Ouais, États-Unis, quoi. ouais, malheureusement pour nous. Mm. Ouais, ça vient du doublage français, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bah, à cause, parce qu'à l'époque, ça passait moins bien en Ouais, mais France pourquoi aussi. remplacer par le mot Et malade qui est quand même. que peut-être qu'il n'y avait pas de personnage aussi ouvertement gay à l'époque. Ouais, c'est possible. À Surtout. part celui-ci, du coup, ils se sont dit, bon, bah, si c'est juste une phrase à virer pour pas choquer les ménagères, on va juste la virer, et Mm. voilà, quoi. Ouais, c'est Surtout que possible. j'imagine que c'était pas non plus très frontal dans les séries des années 80 d'aborder ces sujets, quoi. Surtout une aussi grosse série, quoi. Mm, Dynasty, on parle d'un truc qui a été diffusé dans toutes les chaînes euh, importantes, que ce soit aux mm. États-Unis ou en France. Donc, ouais, c'est un truc qui est aussi grand public. Ça devait être Mm. assez nouveau, je Oui, c'est pour pense. ça que le transgressif, dans le cadre thématique queer, ça va plus être dans le cinéma d'horreur Ouais, et qui ont une petite exploitation, quoi. exactement. Bah, à la base du cinéma, du moins, et ce jusque dans les années faciles 90, le cinéma d'horreur, il n'était pas vraiment diffusé dans les cinémas, le multiplex tel qu'on connaît Mm. maintenant. Il était plus réservé, alors, à part certains exemples, hein, mais il était quand même plus réservé à un circuit qu'on appelle un circuit d'exploitation. Donc les grindhouse, les cinémas où on va avec sa voiture euh, et on va voir un film projeté en plein air, surtout en général pour emballer son date dans la voiture à côté. Mais donc il y a les grindhouse, il y a les petites salles d'exploitation qui diffusent des films un peu plus indés, si on peut appeler ça comme ça, un peu plus fauchés. Mais à la base, ils sont pas du tout dans les grands circuits et du coup, c'est comme ça qu'on a pu se permettre d'en mettre beaucoup plus de thématiques queer dans ce cinéma-là. Ok. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, du coup, euh, j'appelle ça un cinéma mainstream, je sais pas si c'est le meilleur terme, du coup, ou enfin l'audiovisuel plutôt, vu que ça concerne aussi les séries, ou Mm. que ça peut concerner d'autres médiums. Mais au fil du temps, c'est réapproprié pas mal de choses Ouais, sans rappeler du coup la partie LGBT en fait. Du coup, il y a un complètement. peu de ça. Enfin, Ouais, complètement. Bah, il y a la censure telle qu'on la connaît, donc mm, la censure directe qui va regarder un film et qui va couper des extraits, souvent pour l'atteinte aux bonnes mœurs ou pour obscénité, enfin bon, bref. Il y a cette censure directe, et puis il y a la censure par omission, mm. euh, qui est Oui, pour de, invisibiliser quoi. voilà, qui est l'invisibilisation, le n'en parlons pas, ou qui est aussi la conséquence de la censure directe, puisque comme l'œuvre est censurée directement et du coup n'est pas visible, on l'oublie. Et du coup, ce qui passe après paraît presque, tu vois, Mm. précurseur alors qu'elle était là. Euh, Il y a un exemple que moi j'aime beaucoup, c'est en plus récemment on a eu un remake d'Emmanuel. Je sais pas si tu as vu le film, je sais pas si tu as entendu Euh, parler du film en tout cas. non, je t'avoue, j'ai pas suivi. C'est pas grave, mais enfin récemment il y a eu un remake d'Emmanuel. Emmanuel, à la base, c'est un film des années 70 français qui était qui est hyper culte pour avoir lancé ce qu'on appelle le porno chic. Donc un film porno, mais bien filmé, bien présenté, Ok. avec des vrais acteurs, avec une vraie histoire, et qui est diffusé dans des cinémas un peu plus classiques. Donc on a appelé ça le porno chic, et quand Emmanuel est sorti dans les années 70, on s'est dit, bah voilà, quelqu'un a inventé ce genre de cinéma. Euh, mais à la base, Emmanuel, il est inspiré d'un film gay qui utilisait ces codes-là, qui a fait ce porno chic, donc un film porno mais hyper beau, hyper esthétique, hyper soigné, et qui a été censuré partout. euh, euh, qui a été censuré partout. Les avant-premières étaient pourtant pleines, plein de gens ont vu le film, l'ont applaudi, mais il n'a jamais pu avoir une sortie nationale comme il se doit. Et donc, du coup, quand Emmanuel est arrivé, genre 1 an ou 2 ans après, tout le monde s'est mis à applaudir en disant on n'a jamais vu ça, tu vois. Et en soi, c'est pas très grave, et je veux pas enlever du crédit à Emmanuel, qui est quand même enfin, moi, à mon goût, un super film. Je veux pas lui enlever du crédit. Juste, on a censuré une œuvre qui arrivait avant, qui a posé des bases avant, qui a inspiré les artistes avant. On l'a censuré et après on l'a oublié complètement.
Mmh. comme si elle n'avait jamais existé. Et c'est souvent ce qui arrive à ce genre de cinéma, c'est qu'il y a un peu la double peine. Il y a la censure de base, et puis il y a la censure par omission ensuite, où collectivement, tout le monde oublie, en fait. Ouais, du coup, c'est important de rappeler, Ouais, l'existence de ces personnes et c'est pour ça aussi que tu as ce média en quelque sorte. C'est aussi ouais, pour justement analyser ça et remettre en avant en quelque sorte, ouais, ces exactement, personnes, ouais. Carrément, carrément, enfin, moi, c'est en tout cas ce qui m'anime le plus dans mmh, faire ça, c'est vraiment de pouvoir, se rappeler que, notre culture, la culture LGBTQ+, elle englobe des choses, heu, qu'on nous a retirées et qu'on nous a fait un peu oublier ou qu'on nous a pas donné l'opportunité de pouvoir voir ou de pouvoir connaître, et donc du coup, je trouve ça important de pouvoir les remettre aussi sur le devant de la scène et de se dire: «Bah, soyons fiers aussi de ça». Parce mmh, que, il y a des gens de notre communauté, auteurs, scénaristes, réalisateurs, peu importe, qui ont fait des choses précurseurs, qui ont fait des choses pour que ensuite le cinéma mainstream puisse marcher à travers ces traces-là. Et enfin moi, ça me tient à cœur en tout cas de remettre ça, heu, un peu sur le devant de la scène, surtout maintenant où enfin, je rigole parce que je pense à Emmanuel, il y a eu un documentaire sur Arte, heu, à OK. l'occasion du remake, qui était génial, mais qui a pas cessé de dire: «Premier film porno chic», tu vois? Ouais, c'était pas le cas du Et coup. c'était pas le cas et tu te dis: «Putain, mais une chaîne comme Arte, genre, les Mmh. gars, vous êtes censés être les plus pointus de la télévision, actuelle, en France en tout cas». Oui, Heu, surtout sur ces sujets-là où ouais, justement, Arte fait quand même, plus que d'autres chaînes ah beh, quoi donc complètement et moi, c'est une chaîne que je consomme énormément et que j'adore et qui, en général, me déçoit pas autant. Mais là, pour le coup, je me suis dit: «Mais les gars, heu, il faut qu'il y ait des gens qui puissent, en parler pour qu'on se souvienne que non, c'est pas le premier. mmh, Ça ne lui enlève rien, ça ne lui enlève pas son statut de culte, ça ne lui enlève pas toutes les qualités qu'il a, mais juste, il faut, qu'on recentre le truc sur, à la base, le premier, c'est un film que personne n'a pu voir parce qu'il a été censuré et c'est un film, c'est une œuvre gay qui est réalisée par un artiste gay, heu, qui a d'ailleurs, vu tous ses films à peu près censurés, les uns après les autres et maintenant, c'est un mec, enfin, il s'appelle Wakefield Poole, je pense il apparaît dans aucun livre sur le cinéma, tu vois? mmh. Et c'est horrible. Pourtant, si tu tapes Wakefield Poole sur internet, lui, il ne cesse de crier dans toutes les interviews: «S'il vous plaît les gars, regardez-moi, regardez mes œuvres, regardez ce que j'ai fait» et personne ne lui donne la lumière qu'il mérite et Mais du coup, c'est tu horrible. parles de censure et ça me fait penser, oui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'on est à l'ère du numérique, mais il Mmh. y a aussi combien d'œuvres qui ont totalement Ah disparu ouais, et qui sont détruites, en fait, beaucoup. du coup. Ouais, ouais, il y en a énormément. Il y en a énormément, bah, surtout dans les plus vieilles années, tu vois? Les années 40, 50, 60, où là, on avait tendance à vu qu'il y avait pas le numérique, c'était Mmh, des trucs pellicules ou des bobines, on avait tendance à tout brûler, puis ça se perdait, quoi, mmh, donc ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films qu'on a complètement perdus. Heu, il y a un film allemand qui s'appelle Différent des autres, qui est dans les années 30, je crois. Ouais, il doit être 36, qui, incluait tout un plaidoyer d'avocats qui défendait l'homosexualité et pourquoi ça devait plus être, pénalisé. Alors on est dans les années 30, tu vois? C'est assez énorme de se dire ça. mmh. Bah, évidemment, maintenant, le film existe, mais pas ce plaidoyer. Il a été coupé, il a été brûlé. On sait qu'il existe parce que, heureusement, des gens qui ont assisté aux séances ont pu écrire des articles, ont pu écrire des livres, ont pu écrire des lettres qui maintenant nous permettent de dire: «OK, il y avait ça», mais c'est complètement perdu, on l'a complètement enfin, ça n'existe plus dans le et dans la mémoire collective et dans la base de données. Mmh. Heu, c'est hyper dommage, mais du coup, autant se rappeler que ça a existé, que ça a été là, même si on ne pourra jamais le voir, c'est quand même cool de se dire qu'il qu'il est là, qu'il a été là à un moment donné. Ouais, ça a été possible de retrouver une trace et de Ouais, justement, pouvoir dire: «Ouais, ça existe» et du coup, ça ne peut pas être nié, quoi, parce que les exactement. preuves sont là. Et ça me fait aussi penser que, bah, justement, ça force aussi les réalisateurs, les metteurs en scène, cette forme de censure, à faire du sous-texte, en fait. À faire Oui. du sous-texte, par exemple, je réfléchis à une ref qui pourrait me venir en tête là tout de suite, d'horreur. Bah, il y a toujours du slasher, il y Oui, a Freddy et les Griffes de la nuit aussi. carrément.
Il y a plein de symboliques queer en fait dans ces films. Mm. Je pense principalement à Freddy du coup, Mm. mais il y en a sûrement d'autres aussi. Oui, carrément, bah, toute la saga Vendredi 13, par exemple, Mm. pour prendre un truc hyper connu, elle a tendance à sexualiser les corps, peu importe quel genre, peu importe quel. Oui, puis c'est même dans le pitch du film, je crois, si je dis pas Ouais, de bêtises, que les personnages qui ont des rapports sont tués, si je me trompe pas. complètement. Ou... Oui, c'est vendredi 13. Ouais, Ok, ouais, c'est ça, c'est Vendredi je 13. me suis pas trompé. Ouais, non, t'as raison, t'as raison. Et Freddy aussi, hein, qui est une grande figure queer, qui a un film, le 2, qui est Freddy 2, qui est entièrement queer, donc avec un personnage masculin qui est connoté gay. Alors évidemment, c'est subtil, comme Ouais, tu le c'est pas disais tout dit à l'heure, c'est du directement, c'est ça. sous-texte. Il arrête pas de dire oh, j'ai Freddy qui veut sortir de moi. Ouais, ok. Tu vois, sous-entendu, il y a le mal qui veut sortir de Mm. moi. Enfin bon, voilà, c'est subtil, c'est du sous-texte, effectivement, pour pouvoir les traiter comme il faut. Mais même maintenant, dans la communauté des fans de l'horreur, la plupart des gens te diront que Freddy 2 est le plus mauvais. Parce que c'est celui qui aborde des D'accord. thématiques dont on s'en fout. Qu'est-ce que ça fout dans Freddy? Nous, on veut que. Ouais, donc ça reste comme maintenant en fait. Un petit S'il y a un peu, personnage gay, en fait, il y a plein de gens qui vont s'énerver, quoi. toujours, Parce que toujours, toujours. c'est arrivé, bah, ça arrive encore, mais je me souviens l'année dernière, c'était, ou l'année d'avant, je sais plus, la série The Last of Us, Mhm, où il y avait un épisode qui était centré justement sur un couple gay. mhm. Et du coup, tout le monde avait détesté, enfin, tout le monde, il y a plein de gens qui l'avaient adoré cet épisode, mais en tout cas, en ligne, il y avait eu un gros backlash, comme quoi c'était n'importe quoi, que c'était pas possible, alors que The Last of Us, tous les personnages sont LGBT quasiment dedans. Du coup, enfin, du moins, beaucoup de personnages principaux, il y en a au moins deux ou trois, quoi. Donc, Mhm. c'est beaucoup déjà pour une Ouais, fiction. ouais, carrément. Donc, pourquoi là, subitement, ça vous choque, en fait voilà. Ouais, ouais, alors j'ai pas vu l'épisode, mais c'est parce qu'ils prennent un peu trop de place. Parce que tu me dis c'est un Oui, personnage c'est un épisode principal. entier, en fait. Ouais, bah En fait, voilà. c'est juste qu'il y a un épisode entier qui est centré sur un couple gay. Et à la base, dans le jeu vidéo, il n'y a pas ces personnages. Du Hmm, moins, ils sont déjà morts et on ne les voit pas. ok. Et là, la série a dit, ouais, en fait, on va faire un bottle épisode sur ces deux personnages. Et ça n'a pas plu parce que justement, c'était deux personnages homo, quoi. Ouais, putain, horrible. J'ai pas vu les Last of Us. Ouais, bah, oui, mais il y a tout le temps des polémiques comme ça avec les Oui, séries et oui, les oui. films aussi. Et enfin, je pensais à ça parce qu'on parlait de Freddy. Hmm, Et que du coup, bah, c'est ce que tu as dit, parce que c'était le film avec des thématiques queer, c'est celui qui a le plus détesté. ouais. Alors que j'ai pas vu le deuxième, j'ai vu que le premier. Hmm, Mais même dans le premier, enfin, je veux dire, tu trouves toujours un sous-texte. complètement. En fait, dans tous les films d'horreur, de toute façon, tu trouveras un sous-texte Bah oui, queer oui, oui, quasiment. oui, carrément. Et bah, c'est justement pour ça aussi que c'est un genre qui beaucoup de personnes LGBT se sont appropriées en quelque sorte, Ouais, ou en tout carrément. cas s'identifient et se tournent vers celui-ci. Oui, oui, carrément. Bah, tu parlais du slasher, mais il y a plein, plein de sous-genres. Je pense au body horror aussi, qui maintenant, en plus, est revenu sur la scène avec des films comme ceux de Julia Ducournau, comme Oui, Titan, ce genre The de film-là. Substance aussi. The Substance, exactement. Le body horror qui a apparu, alors, ouais, qui a apparu dans les années 80, à un moment où il y avait la crise du sida, et évidemment qu'il y a eu une certaine résonance dans la Mm. communauté LGBTQ+, de voir à quel point on écharpait les corps sur grand écran alors qu'on était en train de vivre euh, cette épidémie. Évidemment, il y a eu un écho qui a été fait, il y a eu, ce que je disais tout à l'heure, une espèce d'identification Mm. qui a été faite. Le slasher, c'est un peu pareil avec ce tueur qui tue si tu as des rapports sexuels, mais qui a aussi un couteau qui est hyper phallique, Mm. qui a tendance à montrer beaucoup les corps, peu importe qu'ils soient féminins, qu'ils soient masculins, qu'ils soient en fauteuil roulant. Je pense à Vendredi 13, il y a un mec en fauteuil roulant aussi. Il y a tout ce truc-là hyper inclusif, en fait, dans le cinéma d'horreur. Alors ça paraît bizarre parce que on se dit c'est inclusif, mais en fait on tue ces gens-là, on tue des personnages, Mm. qu'ils soient LGBTQ+, ou peu importe. Mais en fait, c'est quand même une représentation. Elle existe quand même, elle est là, c'est quand même, euh, c'est quand même présent, et comme tu le disais tout à l'heure, ça peut pas être nié, tu vois. Et c'est ça Mm. qui est important. C'est ça qui est important. Bah, tu as mentionné Julia Ducorneau. Yes. Tu as mentionné Julia Ducorneau, et justement, dans le film Grave, il y a aussi tout ce qui touche à la masculinité. Dans Titan aussi, bah, justement, Hmm. avec la voiture, ça reste quand même un objet qu'on ramène à un imaginaire masculin plus que féminin, en tout Hmm. cas.
Du coup, il y a tous ces aspects-là, tout cet aspect-là aussi, où il y a du body horror, mais au milieu, il y a aussi des questions de masculinité, féminité Ouais, qui se mélangent. complètement. Mais ça, ce thème-là, en tout cas, de la masculinité, de la féminité et de leurs contradictions et de leur échange, c'est quelque chose qui est beaucoup présent aussi dans le cinéma d'horreur. Alors, dans le cinéma en général, et c'est vrai que dans le cinéma d'horreur, il y a pas mal d'exemples comme ça, euh, comme, comme Grave, euh, qui ont un peu tendance à bouleverser les stéréotypes de genre. Euh, Il y a des trucs, je pense à des films hyper cultes comme Chucky. Je sais pas si t'as déjà vu Chucky. Oui. Ça paraît hyper bête, mais t'as euh, un petit garçon qui rêve d'avoir une poupée. Et Ouais. genre, c'est vraiment tout le début du film, c'est ce petit garçon, son rêve, c'est d'avoir une poupée. Et quand il en a une, donc Chucky, les autres garçons se moquent de lui. Et du coup, Chucky se venge en tuant ceux qui veulent du mal à son propriétaire, entre guillemets. Donc il y a vraiment ce truc-là, tu vois, de renverser un peu les stéréotypes de genre. Dans le body horror, c'est exactement ça. Euh, c'est vraiment, c'est un peu le principe même du truc de, de ce mélange des corps, de cette mutation aussi des corps. Euh, donc ouais, c'est des thèmes qui reviennent assez régulièrement dans le cinéma d'horreur. Mm. Et c'est aussi quelque chose bah, qui existe depuis les débuts du cinéma aussi, Grave. parce que ça me fait penser, bon, on n'est pas dans le cinéma d'horreur, mais Jean Genet, Ouais. il a fait un film qui s'appelle Mademoiselle, où à la base, c'est supposé être rempli de références gays. Et justement, il y a tout l'aspect que la masculinité aussi d'un des personnages principaux. Je l'ai vu il y a un bout de temps aussi, du coup, Hmm, peut-être que je le décris mal, t'inquiète, j'y en je me tête. souviens plus de tout. Mais enfin, j'ai le souvenir oui, qu'il y a tout un truc avec la masculinité et justement aussi, ouais, il y a une iconographie assez gay quand même Carrément. dans les sous-textes et dans le message. Ouais, carrément. Bah, Jean Genet, ça fait partie, Mm. autant dans les courts-métrages que dans ses livres, ça fait partie des artisans un peu queer qui, bah, tu vois, tu le cites là, et c'est vrai que depuis quelques années, on arrive un peu à dire, ok, c'est qui est Jean Genet, mais c'est assez récent en fait, parce que c'est pas un mec qu'on cite régulièrement euh, Ouais, non. dans les débats, tu vois. Ouais, non, alors qu'il a fait énormément de choses, Ouais, ouais, justement. carrément. Même en tant que poète, alors que c'est son activité principale à la base, on le cite pas énormément. Je pense aussi à Kenneth Sanger. Moi, j'adorais Kenneth Sanger quand j'étais adolescent. C'était vraiment mon idole, carrément. Euh, il a tout un film où, en gros, c'est un mec qui astique une moto. Et en fait, il y a un truc hyper, déjà, sensuel et sexuel entre lui et la moto. Donc, il y a quelque chose euh, un peu ambigu qui se crée entre un objet inanimé et un personnage et un mec. Il y a l'homo-érotisation du motard avec son vêtement en cuir qui est en train d'astiquer sa belle bécane, tu vois. Et ça, c'est des fantasmes qui, encore aujourd'hui, résonnent assez facilement dans la communauté gay, du moins, le motard en cuir, tu vois. Mm. Euh, et c'est vrai il y a beaucoup aussi, comme Jean Genet, des iconographies hyper gays et hyper queer qui sont carrément en avance sur leur temps. Kenneth Anger, c'est 70-60, tu vois, donc c'est quand même assez, assez précurseur Mm. pour l'époque. Et d'ailleurs, ça me fait penser que euh, Kenneth Anger, le body horror aussi, avant même qu'on appelle ça le body horror et qu'on voit des trucs comme The Thing de John Carpenter, t'avais des mecs comme Kenneth Anger qui commençaient déjà à faire ça avec ce mélange entre le mec et sa moto qui peu à peu presque se transforme en moto, tu vois, tellement il élastique. Euh, donc ouais, il y a quelque chose d'hyper précurseur. Et Kenneth Anger, encore une fois, alors moi j'ai fait une école de cinéma. Je sais pas toi si t'as fait une école de cinéma. Je sais pas, je me souviens pas du tout. Mais en tout cas, Kenneth Sanger, c'est pas quelqu'un dont on m'a parlé, tu vois. Mm. Jamais. Jamais. C'est quelqu'un qui ne revenait pas dans les discours, ni d'histoire du cinéma, ni de technique du cinéma. C'est vraiment quelqu'un qui a été invisibilisé jusqu'au bout. Et même encore maintenant, c'est assez compliqué de le ramener dans les débats, quoi. Mm. Oui, puis enfin, même Jean Genet, Ouais, on ne le cite pas du tout. complètement. Enfin, moi, j'ai aucun. Moi, je sais que Jean Genet, quand je me suis intéressé à lui, c'est parce que je me suis intéressé de moi-même
alors qu'on m'en a pas parlé. Mmh. Et ouais, c'est le cas avec pas mal que ce soit des auteurs, Ouais. je vais dire artistes du coup, artistes gays. Mmh. La plupart, c'est vrai que si tu vas pas les chercher, en fait, on Ouais, va ouais, pas te le mettre complètement. devant les yeux. Et parfois, tu es là, mais cette personne a été le précurseur de tellement de choses que, ouais, pourquoi en fait on n'en parle pas du tout Ouais, carrément. alors que, enfin, surtout que dans certains cas, dans certaines œuvres, il y a même pas besoin de mentionner la sexualité de la personne. Donc, pourquoi en fait, Mmh. voilà. Oui, oui, carrément, et même quand on les cite, enfin, quand on cite les personnes, queer ou LGBTQ+, qui ont été importants dans le cinéma, dans l'histoire du cinéma, je pense à Cocteau, par exemple, heu, qui a quand même, qui est quand même une légende qui, lui, pour le coup, est cité, Mmh. et une référence, mais on met quand même en arrière-plan tout ce qu'il a amené dans le côté queer. Tu vois, toute cette iconisation de Jean Marais dans La Belle et la Bête, par exemple. Euh, on a tendance à plus regarder, à dire regardez à quel point c'est beau, plutôt que de dire la vérité qui serait regardez à quel point l'homo-érotisation du personnage est belle dans ce film. Parce Mmh. que c'est ce qu'il a voulu faire, en fait. Tu vois, nous ne cachons pas, le mec était avec Marais comme muse, il voulait absolument imprimer son charisme qu'il trouvait incroyable sur pellicule, et il a fait La Belle et la Bête pour ça, à la base, tu vois. Mmh. Et même ça, on a tendance un peu à le passer au second plan. Euh, Bah encore une fois, c'est voilà, tout ce qui est de la culture queer en général, ça passe au second plan. Mais Ça. bah, c'est un second plan justement qu'on retrouve dans le présent, parce que c'est ce que je disais en off, que moi, je sais que par exemple, la représentation dans les médias d'aujourd'hui, je la trouve plus ridicule dans le sens où elle est performative, Complètement. performative, mais même dans des séries qui sont supposées être ultra représentatives et offrir de la diversité. Je pense à Heartstopper. Au final, enfin, j'ai pas vu la série en entier parce que ça m'a saoulé, mais ça restait très hétéronormé Mm. et genre, au final, tu un peu en mode, OK, vous revendiquez que c'est une série gay, mais ça pourrait être un couple hétéro, on s'en foutrait. Mm. Et pour moi, ça reste une forme aussi, peut-être pas de censure du coup, mais d'invisibilisation, dans le sens où vous montrez une espèce de pseudo-réalité Ouais, carrément. qui n'est pas du tout, enfin, je veux dire, c'est pas du tout ça, d'être LGBT, c'est pas du tout, enfin, c'est tellement loin de ce que c'est que l'expérience d'être une personne LGBT que ouais, ça ressemble à une forme de censure Oui, oui, carrément. en quelque sorte. Du coup, c'est un truc qui a pas vraiment évolué parfois, du moins d'une manière assez, comment dire, du moins si ça a évolué, c'est pour être plus insidieux. Mm. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a, on en revient un peu à ce qu'on disait au début, je pense qu'il y a, c'est un peu la conséquence. euh, Alors moi non plus, j'ai pas vu Heartstopper personnellement, Mmh. mais je suis hyper d'accord parce que j'ai vu d'autres trucs qui correspondaient exactement à ce que tu viens de dire, donc avec des personnages LGBTQ+, mais qui sont hétéronormés ou vus à travers des artistes hétéros, et du coup de leur projection de ce qu'ils ont de nous, tu vois. Euh, et, euh, et je pense que ça vient aussi de un manque de, de propagation de notre culture, tu vois, puisque on nous a pas laissé euh, être fiers des trucs, puisqu'on nous les a censurés, puisqu'on nous les a enlevés, puisqu'on nous les a invisibilisés, puisqu'on n'a pas pu euh, euh, grandir avec ça dans la culture grand public, bah, finalement elles n'existent plus, et maintenant bah, on en paye un peu les pots cassés, parce qu'on a l'impression qu'on repart de zéro, tu vois, qu'on repart de zéro et qu'on en est encore au meilleur copain gay qui est hyper Mmh. rigolo et qui écoute Lady Gaga en faisant des blagues, tu Oui, vois. au final, c'est souvent ça dans la plupart des médias encore Ouais, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il y a plus de représentation aussi parce qu'il y a plus de contenu, ouais. mais enfin, je veux dire, en soi, ça reste quand même assez, ouais, ça manque de transgressif Ouais, et de vraiment oser dans la façon d'aborder ouais, complètement. des thématiques LGBT, je veux dire. Ouais, 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 carrément. Ça manque de diversité dans la diversité, tu Mmh. vois. Et ouais, je suis hyper d'accord. Hyper d'accord. Oui, parce qu'au final, c'est juste pour être performatif et dire, «Regardez, il y a un personnage, il est gay, il est comme tout le monde», et oui, d'accord, mais quoi d'autre en fait? Exactement. Il y a pas d'autres infos et quand il ce personnage a une intrigue et c'est ça que je reproche aussi, à beaucoup de médias dans le cinéma et dans enfin, dans la fiction de manière générale, c'est que on a des personnages,
LGBT qui vont tout le temps être définis que par ça, alors que bon, bah, une personne LGBT peut très bien, je sais pas, perdre son père Carrément. ou alors avoir un accident de voiture, je sais pas, peu importe, mais c'est pas obligé d'être toujours en lien avec ce prisme-là, en fait. Oui, 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 bah, Voilà. d'accord. Et il y a, pour le petit fun fact de ça, il y a l'association GLAAD, qui est l'association pour la représentation des personnes LGBTQ+, justement, Mm. qui a inventé un test qui s'appelle le test Vito Russo. Je sais pas si on a déjà entendu parler. C'est peut-être comme le test de Bechdel, là, mais Exactement. pour les gays, du coup. Exactement. D'accord. T'as tout compris, c'est exactement ça. Donc déjà, je crois qu'il y a trois questions. C'est est-ce qu'il y a un personnage LGBTQ+, Mm. est-ce qu'il est représenté seulement par sa sexualité? Ok, S'il est représenté seulement pour ça, eh ben, il passe pas le test. Il faut que ce soit non. Et le troisième point, c'est est-ce qu'il a un rôle clé dans l'intrigue? ok, C'est est-ce qu'il n'est pas juste là en second plan pour dire coucou, je suis gay, tu vois? Il faut qu'il aide à l'intrigue ou à une sous-intrigue, mais il faut qu'il ait une importance dans l'histoire. ok. Et donc, du coup, quand tu passes le test Vito Russo sur beaucoup d'œuvres récentes, euh, ça fait un peu peur. Il y a des statistiques, je crois, qui sont sorties. Alors, j'ai pas celle de l'année 2024, mais je crois que c'était 2023 ou 2022. Je crois qu'il y avait à peine 40% des films qui passaient le Ouais, bon, test. c'est pas grand-chose au final. Bah, pour la quantité de Mm. contenu, comme tu disais, vu qu'on en a beaucoup maintenant, Ouais, c'est pas 40%, terrible du tout, même. c'est un peu petit, quoi, tu vois. Mm. Et du coup, justement, au milieu de tout ça, en quoi l'horreur est un espace à part pour les personnes queer et en quoi c'est important qu'il le reste? Hmm, Voilà. ouais. Bah, c'est hyper important qu'il le reste parce que il fait partie de notre culture, en fait, de notre culture LGBTQ+, à nous. Il nous a toujours inclus, donc il faut Mm. qu'il continue à nous inclure. C'est hyper important. Euh, et il nous a toujours inclus, comme on disait tout à l'heure, de la bonne façon. Pas seulement en nous identifiant comme le personnage gay. Il nous a toujours donné des histoires, il nous a toujours donné de l'importance. On en revient avec Frankenstein et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il doit absolument rester euh, queer. Et en plus de ça, l'horreur, par essence, c'est transgressif. Le sentiment d'aller au cinéma et avoir le sentiment d'avoir peur, c'est transgressif. Normalement, on dit souvent que le cinéma, c'est un art de divertissement. Quand tu as peur, tu te divertis pas. Tu vois, tu as peur. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une démarche qui est un peu différente qui est faite, et de la part du public, et de la part des productions, et de la part des artistes. Et je pense qu'elle doit vraiment rester dans ce sillon de transgression et de précurseur, tu vois. Bah, du coup, on a pas mal parlé de références qui n'étaient pas vraiment des références. Du coup, ce serait quoi tes références? Donc dans l'horreur queer, moi je conseille vraiment de regarder La fiancée de Frankenstein. Vraiment, c'est la base. Parce que c'est un des premiers grands films d'horreur, un des premiers grands mythes fondateurs, et c'est surtout un des premiers mythes fondateurs pour la communauté LGBTQ+, avec ce monstre de Frankenstein et cette fiancée qui ne veulent pas l'un de l'autre, et, euh, et qui est en plus réalisé par James Whale, un réalisateur gay qui mérite franchement beaucoup plus de visibilité. On a parlé de Freddy 2 et je conseille vraiment de voir Freddy 2 parce que c'est vraiment devenu une œuvre référence pour la communauté LGBTQ+, notamment parce que l'acteur principal, Mark Patton, a été détruit et a vu sa carrière détruite parce qu'il était gay et parce qu'il a joué dans Freddy 2 et que les fans n'étaient pas contents. Et, euh, et que maintenant, c'est quelqu'un qui euh, va dans toutes les conventions où on l'invite pour rencontrer la communauté et rencontrer les fans de Freddy 2 et qui est hyper heureux que le film soit réhabilité. Donc sautons là-dessus et allons voir Freddy 2, tu vois, encore plus qu'avant. Euh, et dans les œuvres un peu plus récentes, euh, euh, je réfléchis, parce qu'il y en a tellement, j'essaie de faire le tri un peu dans tout ce qui est cool. Euh, dans les œuvres les plus récentes et en plus hyper faciles d'accès, et on en parlait tout à l'heure et je trouve ça hyper marrant de les conseiller, c'est la trilogie Fear Street qui est sur Netflix, Ok, je vois, ouais. qui est adapté de romans de R.L. Stein, qui a écrit Les Chairs de poule, donc de l'horreur pour adolescents et pour enfants. Et là, c'est une adaptation. Et en fait, dans beaucoup de livres de R.L. Stein, qui sont des livres pour enfants, il y a des personnages qui sont queer. Ok.
on a mis ça dans les mains des enfants dans les années 90 et ça n'avait choqué personne à l'époque. Mais voilà, c'est le cas. Et Fear Street a gardé ce côté-là, a gardé les personnages queer, a gardé les thématiques queer. Et c'est quand même assez rare pour un film qui est pour trois films qui sont distribués par Netflix et en plus qui ont hyper bonne presse grâce à ça. Euh, donc voilà, franchement, faisons un peu du contre-courant et allons voir Fear Street et donner de l'algorithme à Fear Street sur Netflix. Ok. Voilà, ce serait un peu mes, mes, mes conseils pour le débuter l'horreur queer. Du coup, Maxence, merci d'être passé dans cet épisode. C'était super cool et c'était une conversation super riche. Merci à toi. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.